tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui dans mon lit, voilà. Pour la petite histoire, si tu n'as pas suivi sur Instagram, j'avais pas d'idée de vidéo pour cette semaine. Voilà, j'étais un peu à court quoi. En vrai, au bout d'un moment, quand ça fait genre 5 ans, 6 ans que tu fais des vidéos, c'est un peu normal d'arriver à court d'idées. Mais comme j'aime bien faire des vidéos, je vous ai demandé sur Instagram, genre si vous aviez des idées de vidéos, enfin des trucs que vous voudriez voir. Sauf qu'en fait, les réponses que j'ai reçues, c'était plus des sujets que je pouvais traiter genre dans le cadre d'une FAQ que genre d'en faire une vidéo entière parce qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de matière pour faire une vidéo entière. Et du coup je me suis dit bon bah du coup je vais faire une FAQ quoi. En fait les idées que j'ai reçues en soi c'est des bonnes idées, c'est pas le problème, c'est juste que j'aurais pas pu en faire des vidéos complètes à chaque fois ou sinon ça aurait été des vidéos de 2 minutes et personnellement c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc bah je me suis dit autant traiter tous les sujets dans une seule vidéo et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, les destinations que tu aimerais faire dans les années à venir. Je crois que j'ai eu plusieurs fois ce type de propositions. Genre quel est le pays que tu rêverais de visiter, les destinations que tu aimerais faire dans les mois et les années à venir et pourquoi. Honnêtement j'y ai réfléchi. Déjà je pense pas que j'ai un pays que je rêve de visiter, enfin plus maintenant en tout cas. Et les destinations que je voudrais faire dans les mois et les années à venir, alors déjà j'annonce jamais mes voyages avant de les faire. Donc s'il y a des voyages de prévus, je les annoncerai bien en avant-première. Mais sinon des destinations que j'aimerais faire dans genre les mois et les années à venir, honnêtement j'en ai pas tant que ça, mais je sens que j'ai plus envie de découvrir l'Europe maintenant. Je pense que mon voyage en Slovénie, en Italie l'été dernier, ça m'a trop donné envie de beaucoup plus découvrir l'Europe. Donc de redécouvrir des pays que je connais déjà, genre coup de cœur pour l'Italie, c'est-à-dire que j'y retourne demain sans problème si tu veux. Et juste découvrir aussi des pays que je connais pas nécessairement, qui sont peut-être un peu moins visités, tout ça en Europe, parce que enfin il y a quand même une diversité de pays en Europe que je trouve ouf quoi. Donc voilà. Mais j'ai plus vraiment de pays de rêve où je me dis je veux absolument y aller et tout ça parce que il y a plein de pays qui m'intéressent en fait, et là actuellement. Après peut-être que genre au moment du montage vidéo, genre il y en a un qui me viendra en tête et genre dans ce cas là je te l'écrirai dans l'écran. Mais là comme ça il n'y en a pas un de pays, enfin de destination qui ressort plus qu'un autre tu vois. Où vraiment je me dis c'est mon rêve d'y aller et tout. Après il y a plein de pays qui m'attirent mais il n'y en a pas un en particulier. Donc voilà. Et sinon pour ce que je voudrais faire dans les prochaines années, je dirais, enfin prochaines années je trouve ça un peu tirer des plans sur la comète quand même. Mais je dirais vraiment plus découvrir l'Europe. Alors, ou voyager pour un week-end prolongé, donc 2 à 4 jours, ou voyager en France. Donc, pour voyager pour un week-end prolongé, là j'ai envie de dire Jersey, parce que c'est là où je suis allée récemment, et je pense que pour 2-3 jours, c'est vraiment une bonne destination. En plus j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça, parce que quand j'étais à Jersey et que je postais mes stories là-bas, j'ai pas mal de gens, enfin pas mal, pas déconner non plus, il y a peut-être 4-5 personnes qui ont répondu à mes stories sur Instagram en disant mais c'est où, mais je connaissais pas du tout, donc je pense que Jersey ça pourrait être vraiment une bonne idée de week-end pour 2-3-4 jours. Après 2-3-4 jours tu peux pas non plus aller au bout du monde tu vois, sinon je dirais Prague. J'y suis allée en 2017, j'ai vraiment adoré cette ville, donc sinon je dirais Prague. Et sinon pour voyager en France, j'ai forcément envie de te dire la Bretagne, mais sur 2-3-4 jours tu peux pas non plus taper toute la Bretagne, donc je dirais de faire genre un road trip entre la Normandie et la Bretagne. Donc tu vois tu commences vers Étretat et ensuite tu descends toute la côte normande et puis après tu peux aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, genre Saint-Malo. Ça je pense que c'est un bon week-end à faire sur genre 2-3 jours. Évidemment tu te fais pas toute la côte normande en 2-3 jours je pense pas, mais tu te fais quand même quelques points tu vois. Et du coup tu peux visiter les plages du débarquement, tu peux aller voir les falaises d'Étretat, tu peux aller au Mont-Saint-Michel, enfin il y a plein de trucs à faire, donc ça serait mon idée de week-end si tu veux rester en France. Alors comment tu gères ta vie pro et les voyages ou ta vie perso et les voyages? Pour ma vie pro, enfin pour le boulot, quand je pars en voyage, j'essaye forcément d'avoir le moins de boulot à faire sur place, parce que tout le monde a envie parfois de lâcher un peu le boulot. Donc en général ce que je fais c'est que j'avance toutes mes missions avant, c'est-à-dire que si je pars 2 semaines, avec les clients récurrents que j'ai, j'essaye d'abattre le plus de travail avant pour pouvoir planifier, pour que en gros le travail soit fait et opérationnel pendant que moi je suis en voyage, en vacances, enfin voilà. Donc en général du coup je sais pas si c'est le truc le plus sain ou le truc que d'autres personnes recommanderaient ou non, mais en gros je travaille plus avant pour pouvoir être tranquille pendant mes voyages, ou en tout cas plus tranquille. Après je pense qu'il y a certaines périodes où avec certains clients par exemple où je peux pas complètement m'absenter. Par exemple si j'ai une mission de community management, il faut quand même être un minimum présent pour pouvoir monitorer quelques trucs, donc en général j'essaye de m'avancer le plus possible. Et puis si vraiment j'ai envie de prendre des vacances, parce que enfin clairement j'ai aussi le droit de prendre des vacances, dans ces cas là je préviens la personne, la mission s'arrête pendant le temps de mes vacances et ça reprend ensuite. Donc je trouve pas ça si compliqué à gérer. Après c'est peut-être de la préparation en amont, parce que si t'as des trucs à prévoir en amont, par exemple un calendrier éditorial pour les community managers, ce genre de choses, et qu'il faut que tu réalises tout le contenu
contenu en avance, c'est sûr que voilà, il faut quand même y réfléchir en amont, il faut prévoir le travail à faire en plus avant de partir en vacances, donc c'est un peu d'organisation, mais je trouve pas ça insurmontable. Après pour la vie perso, en fait je sais pas trop ce que tu veux dire Anne-Line du coup, parce que c'est ma pote Anne-Line qui a proposé la question. Si tu parles niveau relationnel, si tu parles niveau l'administratif, genre appart, électricité, voiture, tout ça, je sais pas trop. Mais en fait niveau perso, en général je pars avec mon copain. Il y a par exemple l'année dernière par contre je suis partie seule parce que lui n'avait pas de vacances à ce moment là. Et puis niveau perso, genre reste de la famille, je leur dis que je pars en voyage et puis je pars quoi. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé comme idée de vidéo de faire une vidéo sur les bons plans voyage malgré les grèves de train et le prix des billets d'avion. Pour les grèves je peux pas faire grand chose. Je pense qu'aucun bon plan voyage ne te permettra d'échapper à une grève de train si tu dois prendre le train. Sinon, si l'avion c'est trop cher et que le train est en grève, tu prends la voiture, tu loues une voiture, tu fais du covoiturage, ce genre de choses. Sinon après je suis pas magicienne donc il n'y a pas trop de bons plans je pense, mais à part réserver en avance et prendre des moyens de transport alternatifs, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors comment garder la motivation quand on est freelance? Bonne question. Je pense déjà il faut essayer de comprendre pourquoi t'es démotivé. Est-ce que c'est juste passager, ou est-ce que c'est parce que t'as des clients qui te correspondent pas, ou parce que les missions que tu proposes en tant que freelance te plaisent pas tant que ça? Est-ce que c'est parce que t'as trop de travail et que tu travailles beaucoup trop par rapport à ce que tu gagnes? Je pense qu'il faut d'abord essayer de trouver la source de ton manque de motivation. Parce que en général un manque de motivation c'est pas juste corrélé au fait que t'as pas envie de bosser cette semaine, même si parfois c'est le cas, mais c'est souvent aussi corrélé au fait que t'es pas à 100% aligné avec ce que tu fais. Donc pour garder la motivation, ou en tout cas retrouver la motivation, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi t'es plus motivé et ensuite essayer de changer un peu de cap pour être sûr que quand tu te lèves le matin t'es quand même content de ce que tu fais. Après parfois on peut aussi être un peu lassé de son environnement, surtout si tu bosses chez toi, donc moi je sais que c'est mon cas la plupart du temps. Si tu te sens un peu démotivé, n'hésite pas à aller travailler dans un café, à aller travailler dans un coworking, à assister à des événements avec d'autres freelances, par exemple des cafés freelance, ce genre de choses, histoire de t'aider à retrouver un peu la motivation. Le fait de parler avec d'autres personnes qui travaillent dans les mêmes conditions que toi, donc qui sont aussi freelance, je trouve que ça aide de ouf. Moi j'ai vraiment 3 copines freelance avec qui on a une conversation sur Instagram et genre quand il y en a une qui est démotivée elle le dit aux autres et ça aide vraiment. Donc je te dirais vraiment de bien t'entourer, de changer d'environnement un peu de temps en temps, ça peut faire vraiment du bien de voir autre chose que l'environnement de travail que tu as d'habitude en fait. Comment as-tu géré les relations avec famille et amis pendant tes voyages? Distance, réaction, etc. Pour tout ce qui est distance, déjà t'as tout ce qui est FaceTime, Skype, WhatsApp, Messenger, tu peux quand même t'appeler de manière hyper facile maintenant, donc ça pas trop de soucis. Donc pour la distance je trouve que ça se gère plutôt facilement. Après faut quand même être réaliste sur le fait qu'avec la distance s'effectue un certain écrémage au fur et à mesure des mois et des années, c'est-à-dire que y a des potes que tu perds de vue tout simplement parce que y a des amitiés qui ne durent pas avec la distance, et ça veut pas dire que la personne en face est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est juste la réalité de la vie. En termes de réaction de la part de mes potes, pas grand chose. Enfin pas grand chose, ils étaient pas en mode on s'en fout, mais c'était en mode ok trop cool pour toi quand je partais. Mes parents... Oh, le Canada ils s'en doutaient parce que j'avais déjà essayé de partir au Canada juste après ma terminale, donc c'est pas arrivé comme une surprise. Par contre le Cambodge, quand je suis partie pour mon stage de fin d'études, la madré était comme ça, elle était en mode ouais je suis pas très rassurée, mais c'est parce qu'elle connaît pas le pays, donc en même temps je la blâme pas pour ça, c'est normal. Quand je suis revenue, elle a pleuré, hein. Oh elle était soulagée, c'est bon, j'étais rentrée, tout va bien. Je pense que le pays qui a soulevé le plus de questions c'est le Brésil. Parce que voilà, c'est un fait, il y a quand même on va dire une certaine réputation par rapport à la sécurité avec le Brésil. Donc j'ai eu le plus de réactions par rapport à ça, mais c'était pas des réactions méchantes en mode t'es complètement inconsciente ou quoi que ce soit. Donc du coup je dirais que j'ai jamais eu à devoir gérer vraiment certaines réactions pas agréables du tout. Et pour la distance en fait ça se fait au fur et à mesure parce que de toute façon t'as
t'as pas le choix, tu vois. Donc si tu veux garder contact, bon la famille en général tu gardes contact, mais avec tes amis, bah il faut faire l'effort tout simplement. Et je dis pas ça en mode c'est une corvée, mais c'est quand même un effort. Puis il faut aussi comprendre que ça doit se faire dans les deux sens. C'est pas parce que toi tu pars à l'étranger que c'est à toi de faire tous les efforts pour maintenir une relation d'amitié avec quelqu'un à distance. C'est aussi à l'autre de faire des efforts, enfin encore une fois ça marche dans les deux sens. Alors, devenir freelance quand on n'a pas de formation adéquate, c'est possible. Bah déjà freelance c'est pas un métier, c'est un statut. Donc ça dépend ce que tu veux faire en tant que freelance, tu vois. Par exemple, moi demain, non, je pourrais pas me lancer en tant qu'architecte en freelance tout simplement parce que bah, il faut quand même certaines qualifications pour pouvoir exercer, ça me semble logique. Après, est-ce qu'il y a des métiers qui s'exercent en freelance qui peuvent être appris? Oui, complètement. Moi je travaille comme community manager, social media manager en freelance. J'ai fait aucune formation en communication dans mes études. Enfin, moi j'ai fait un master en relations internationales, donc ça n'a rien à voir. C'est pas pour autant que j'ai pas pu me lancer quand même en tant que freelance en communication marketing, donc c'est totalement possible. Et c'est pas parce que t'as pas de formation adéquate que tu ne peux pas y arriver. Personnellement, il y a aucun de mes clients qui m'a demandé mon diplôme une seule fois dans ma vie. En fait, c'est pas trop, je trouve, ce qui est le plus important quand t'es freelance. Je pense que les diplômes, c'est pas vraiment le plus important pour prouver ta valeur en tant que freelance. En général, c'est plus toi, bah, ce que tu peux apporter, montrer peut-être des exemples de ce que tu as déjà fait, donc au début, essayer de se construire un portfolio. Mais oui, du coup, c'est possible de se lancer en freelance sans formation adéquate, mais tout dépend de ce que tu veux faire en tant que freelance, parce qu'encore une fois, freelance, en fait, c'est pas un métier, c'est juste un statut. Alors, comment éviter les vols en auberge? Ah, ça, il faut regarder mes vidéos sur la sécurité. Non, je déconne. Mais bah, comment éviter les vols en auberge? Déjà, toujours réserver une auberge où il y a des casiers que tu peux cadenasser tout simplement, c'est-à-dire que si une auberge ne propose pas de casier, tu ne vas pas dans cette auberge. Donc après, toujours ranger tes affaires dans un casier que tu fermes avec un cadenas. Ne pas laisser tes affaires comme ça en évidence sur ton lit, parce que c'est pas parce que c'est sur ton lit que personne va les voler sous prétexte que c'est ton endroit. Sinon honnêtement, mis à part ces deux règles là, pour éviter les vols en auberge, si tu veux faire preuve d'encore plus de sécurité, bah fais en sorte de ne pas ouvrir ton casier, enfin ton locker où il y a tes affaires quand il y a quelqu'un d'autre à côté. Mais sinon, il y a juste comme ça que tu peux éviter les vols. Et encore une fois, le risque zéro n'existe pas. J'ai déjà vu dans des auberges des gens qui se sont fait défoncer leur cadenas. En fait, la meilleure manière d'éviter les vols de base, c'est de pas apporter de choses de valeur aussi. Ça t'aidera, c'est sûr. Alors, tu parles combien de langues? Alors, je parle français parce que c'est ma langue natale, je parle anglais couramment, je parle portugais, je vais dire couramment, mais je parle moins bien portugais que je parle anglais. Par contre, je peux regarder des séries, des films en portugais et je vais quand même comprendre. Je mets quand même les sous-titres en portugais, mais je comprends quand même. Et je parle espagnol, mais je peux pas dire du tout que je parle couramment. Par contre, le fait de parler portugais m'a permis de m'améliorer en espagnol, c'est-à-dire que je comprends quand même mieux et je parle quand même mieux. Par contre, regarder un film en espagnol, c'est plus compliqué que regarder un film en portugais pour moi. Ta pire déception au voyage? Ma pire déception? J'hésite entre deux, donc je vais dire les deux comme d'hab. La première à laquelle j'ai pensé, c'était le Cristo Rédempteur à Rio. Enfin, déception c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'en plus j'ai trouvé minuscule par rapport à ce que je m'imaginais. Et sinon, mon autre déception, c'est Dubrovnik en Croatie. Alors c'est aussi de ma faute parce que j'y suis allée au mois d'août, donc super touristique, beaucoup de monde et tout ça. Mais en fait, j'ai été vachement déçue de la vieille ville de Dubrovnik, qui en soi est très belle, mais c'est juste que t'as des boutiques de Game of Thrones à tous les coins de rue. Et moi j'ai pas vu Game of Thrones, enfin genre j'ai regardé un épisode et j'ai pas du tout accroché. Voilà. En fait j'ai trouvé ça du coup complètement aseptisé et brandé Game of Thrones, enfin j'ai trouvé ça super bizarre. Donc ouais, un peu déçue de Dubrovnik. Après je me dis, est-ce que si j'y retourne une autre fois, je vais peut-être être moins déçue puisque je vais y être à un autre moment, j'en sais rien. Mais en tout cas, ma première visite, j'étais un peu déçue, j'avoue. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur vos idées de vidéos qui en fait se sont transformées en questions pour une FAQ parce que ça s'y prêtait mieux. J'espère que ça t'aura quand même plu, que j'aurai pu répondre à tes questions. Si bien sûr t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et bien sûr, si t'as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires histoire que je remplisse un peu ma liste d'idées. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!